Il s'agit du cheikh Mohammed Ben al-Arabi, dit Bouamama, descendant des fils de Sidi al-Taj, de la lignée des fils de Sidi Cheikh, la célèbre tribu. Il est né vers 1840, dans le palais d'Al-Hammam al-Fawqani dans les oasis de Figuig, à la frontière algéro-marocaine. Il a grandi et a été élevé au sein de sa famille conservatrice, et a appris les principes de la langue arabe et de la religion islamique après avoir terminé la mémorisation du Saint-Coran dans sa jeunesse. Quant à la tribu des Ouled Sidi Cheikh, les Français se sont divisés, selon le traité de l'Ala-Magna, qu'ils ont conclu avec le sultan marocain en 1845 en deux parties. Le département d'Ouled Sidi Cheikh de l'Est, dont le siège est à El Abiad Sidi Cheikh dans le sud-ouest algérien. Section fils de Sidi Cheikh Ouest, dont le siège est au Maroc. En 1875, Cheikh Bouamama quitta sa ville natale de Figuig, accompagné de son père, pour s'installer à Magrar al-Tatani au milieu des montagnes du Kasr. Il y établit une zaouïa semblable à celle de ses ancêtres et mena une vie de ascèse et piété, passant son temps dans le culte. Il enseignait le Coran et résolvait les problèmes de jurisprudence qui lui étaient présentés. Il était connu pour sa droiture et sa sagesse, et sa renommée s'est répandue parmi les tribus. Après que la situation de la France dans le nord de l'Algérie se soit stabilisée, ses ambitions se sont tournées vers le sud pour réaliser son rêve de relier la mer Méditerranée aux pays d'Afrique australe et de relier ses colonies entre elles. Le désert algérien était une région stratégique pour la France. C'est pour cette raison qu'il a été envisagé d'étendre les lignes ferroviaires pour faciliter d'abord le processus de pénétration, puis le transport des matières premières extraites du désert. Au début des années 70, la France a accordé à la Compagnie française d'Algérie le droit d'exploiter la plante d'Alpha pour l'industrie du papier. Et ainsi la pénétration dans le sud avait pour but d'absorber des matières premières pour alimenter l'industrie européenne. La vérité est que le stock des matières premières avait fait saliver la France. Bien que les Français n'aient pas encore établi leur contrôle sur le Sahara, Bouamama était pleinement conscient de ce qu'il pourrait faire s'il s'installait dans le désert. Il suivait les événements et les souffrances du pays à cause des malheurs du colonialisme, qui était comme une pieuvre essayant d'étendre ses tentacules sur tout le territoire algérien, y compris le Sahara. Cheikh Bouamama a également été influencé par l'appel de Jamal Eddin al-Afghani, qui a appelé à la nécessité d'unifier les efforts islamiques pour résister à la marée coloniale. Il a également été influencé par les prêches du mouvement Sanusi, qui parcouraient le désert appelant à la révolution. Ainsi, l'idée du djihad fermenta dans l'esprit du cheikh, et la flamme de son enthousiasme débordant s'alluma, si bien qu'il commença à son tour à l'allumer dans les âmes de ses disciples et des habitués de sa loge, et il leur donne la bonne nouvelle du salut imminent. Cheikh Bouamama commença à planifier l'obtention de fournitures et de munitions, à mener une réflexion politique et à collecter des armes, et à nommer un chef pour chaque tribu, qui était également chargé de la préparation. Les tribus se rassemblèrent autour de lui après qu'il leur eut écrit, leur demandant de se préparer pour la guerre. Les officiers d'occupation ont senti les mouvements de ses partisans et ils en ont donc informé les autorités dans leur rapport, décrivant l'influence du cheikh et sa position morale parmi les tribus du désert, et ils ont suggéré de l'arrêter. Cependant, l'officier qui est venu à sa rencontre avec l'intention de l'arrêter, il a été mis en garde contre cela. Il a vu que cet acte allait susciter l'agitation dans la région et allumer la mèche de la rébellion. La première étape est considérée comme une étape de force et d'activité, dans laquelle la France a été obligée de diriger tous ses efforts vers la région du sud-ouest, où de violents combats ont eu lieu, dans lesquels le peuple algérien a prouvé qu'il était capable de se soulever et de se rebeller contre la tyrannie. Comme la bataille de Tazina, au cours de laquelle ils remportèrent une grande victoire. Cheikh Bouamama entreprit en juin 1881 une longue marche qui dura 23 jours vers le nord, passant par Saïda, El Bayad et Franda, avant de revenir vers le sud-ouest. Il profita de cette marche pour faire appel aux tribus qui s'étaient multipliées pour le rejoindre, ses forces augmentèrent et il attaqua les commissariats de police et les tribus fidèles à la France, alors que le cheikh démontrait sa capacité supérieure de déplacement, ce qui déconcerta les forces françaises qui le surveillaient pour l'empêcher de passer vers le nord. Il était un maître de la tromperie en raison de sa connaissance approfondie des sentiers du désert et parce qu'il avait l'habitude de diffuser des observations pour connaître les mouvements de l'ennemi. Il comptait également sur la méthode consistant à diviser ses forces en petits bataillons qui différaient dans leur cheminement et se rencontraient à la ligne d'arrivée. La France a appelé la tentative visant à l'empêcher d'atteindre le nord opération ligne de démarcation, comme elle a été décrite, sauter là avec un pas audacieux. Sous la pression de l'opinion publique française, après les défaites successives des forces françaises, d'énormes forces dirigées par le général Négrier furent envoyées à la poursuite des révolutionnaires, et elles commirent des crimes odieux. Tuer des innocents non armés, détruire des maisons, brûler des récoltes et des palmiers dans un quasi-génocide de la population. Lorsqu'il atteignit El Obeid, Seyid al-Sheikh, Nigri fit exploser son dôme. Après avoir extrait ses restes et les avoir envoyés à El Obeid Seyid al-Sheikh et le premier grand-père de la famille, il y fut enterré il y a 2 siècles et demi, et le dôme est un symbole de résistance, où les révolutionnaires se réunissent pour se mettre d'accord sur des questions importantes. Lorsque ces forces arrivèrent à Magrar,
Elles détruisirent le palais, puis la résidence du cheikh, sa zaouïa et ses palmiers. Elles confisquèrent ses biens, y compris des objets précieux et étranges, et se vengèrent sur les habitants de sa ville en les torturant, en les interrogeant et en les harcelant. Dans ces circonstances, le cheikh et son turban choisissent de partir pour la région marocaine de Figuig. Lorsque les forces françaises le poursuivent, il répond par une attaque féroce le 4 août 1882 contre la division topographique chargée de dresser les cartes et l'immense garnison l'accompagnant. Au fil des années, Cheikh Bouamama maintient son indépendance, malgré les tentations françaises et marocaines d'accepter la sécurité, c'est-à-dire la reddition. Il jure qu'il ne sera pas capturé tant qu'il sera en vie. À partir de 1906, sa maladie s'aggrave et il est contraint de quitter le pays, à commencer à utiliser une chaise pour recevoir les gens. Cheikh Bouamama souffrit de maladie. En plus de devenir un vieux cheikh, approchant les 70 ans, Dieu le prit le 7 octobre 1908 à Oued Bourdim, et son corps fut transféré à Ayoun Mlouk, près d'Oujda, au Maroc, où il fut enterré. Il possède un dôme qui est visité à ce jour. Ainsi, Cheikh Bouamama a passé 20 ans, tantôt entre le djihad et tantôt le calme, contre la force parmi les plus puissantes du monde à cette époque, qui était la France, et sa révolution a pris la plus longue période de l'histoire des révolutions algériennes.